Bonjour, chronique livre, aujourd'hui beau livre, puisque je vais vous parler d'Enfer et fantômes d'Asie, qui est un ouvrage collectif et qui est le catalogue de l'exposition Enfer et fantômes d'Asie, qui s'était tenue il y a assez peu de temps encore au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Donc là, il s'agit du catalogue de l'exposition, Enfer et fantômes d'Asie. Il a été publié sous la direction de Julien Rousseau, qui était le commissaire de l'exposition, et de Stéphane Duménildo, qui était conseiller scientifique, tout particulièrement pour ce qui concerne le cinéma. Il y a une préface de Stéphane Martin. C'est une coédition du musée du Quai Branly Jacques Chirac et des éditions Flammarion. C'est paru en 2018 du coup, et ça fait 266 pages d'un très très grand format, très abondamment illustré. Lors de mon dernier séjour parisien, j'ai enfin fait quelque chose que je voulais faire depuis des années, c'est-à-dire tout le temps où j'ai vécu à Paris. Visiter le musée du Quai Branly Jacques Chirac, Fakia Jacques Chirac, et ses collections ethnographiques. Une bonne chose de faite et une expérience très concluante. Le site et le bâtiment sont beaux, les collections permanentes très intéressantes. J'avoue avoir un faible pour l'exposition océanienne, ce qui n'avait rien d'une certitude quand je m'y suis engagé. Mais là, j'avais une raison supplémentaire d'accomplir enfin cette visite. Il y avait encore à ce moment-là l'exposition Enfer et fantômes d'Asie et je ne pouvais pas rater une chose pareille. Je regrettais déjà suffisamment de ne pas avoir pu me rendre à cette exposition alors que je travaillais sur mon dossier consacré à Kwaidan de Kobayashi Masaki. Ça m'aurait été utile et j'aurais pu envisager certaines questions sous un angle un peu différent et en tout cas bien plus assuré. Mais qu'importe, l'exposition, je ne suis pas un habitué de ce genre de manifestation, loin de là, trop casanier et flemmard pour ça. Mais j'ai vraiment apprécié cette expérience dans toutes ses dimensions. Et pas la moindre, un certain aspect ludique dans la scénographie, même s'il avait sa contrepartie. Ayant visité l'exposition en même temps que des groupes scolaires très agités et très pressés, j'ai eu une vague impression de parc d'attractions. Quand on franchissait la bouche de l'enfer, il était difficile de ne pas penser à un train fantôme. Ça n'est pas forcément un défaut, ceci dit, d'autant que l'exposition en elle-même, si elle avait donc un côté ludique, était en même temps tout à fait sérieuse, parfois même pointue, mais jamais au point d'intimidation. Et la scénographie la plus grotesque, hein, immenses arbres au supplice thaïlandais, colossaux pies aux corks improbables et vampires sauteurs géants en formation d'attaque, offrait un contrepoint intéressant et rafraîchissant aux collections les plus anciennes, antiques livres et illustrations, avec souvent le cinéma et la vidéo pour faire la jonction. J'ai sans surprise été particulièrement séduit par les installations figurant des fantômes japonais, hologramme d'une Oiwa mélancolique diffusée dans la brume, ou ce fantôme féminin silencieux à la manière de la J-Horror, qui n'a pas besoin d'être davantage qu'une main apparaissant au détour d'un couloir pour procurer au Nébal, comme à bien d'autres je le suppose et l'espère, le délicieux en même temps que terrifiant frisson caractéristique des meilleurs Yurei remis au goût du jour par la théorie Konaka. Je vous renvoie à ce propos au fantôme du cinéma japonais de Stéphane Duménildo, lequel donc, parce qu'il n'y a pas de hasard, a fait office de conseiller scientifique pour le cinéma dans le cadre de cette exposition, dont le commissaire était Julien Rousseau, et de co-directeur avec ce dernier du catalogue qu'il a prolongé. Il faut d'ailleurs insister sur le caractère multimédia de cette exposition, qui était probablement un de ses plus grands atouts. Les antiquités, picturales, littéraires ou autres, suscitaient toujours des échos contemporains, et les manuscrits et estampes côtoyaient dans l'harmonie ou la jouissive épouvante les jeux vidéo, dont Pac-Man, tandis que les yokai ancestraux, en passant par Mizuki Shigeru, sortaient enfin des pages des rouleaux et des mangas pour se matérialiser à nouveau en figurines et mille avatars de Pokémon, etc. Mais le cinéma y occupait tout de même une place essentielle, au travers de photos, mais aussi très souvent de vidéos, avec même des salles pour public averti, projetant des extraits un tantinet gore. Cette place essentielle du cinéma, quoi qu'il en soit, était sensible pour tous les thèmes traités et pour toutes les cultures envisagées. Car c'est un autre aspect essentiel de cette exposition, elle associait plusieurs cultures de l'Asie orientale, très différentes les unes des autres, essentiellement le Japon, la Chine et la Thaïlande, mais avec aussi quelques excursions au Cambodge ou au Vietnam, en Corée aussi, me semble-t-il, etc. Bien sûr, un sujet aussi vaste ne permettait aucunement de viser à l'exhaustivité, ce qui n'est d'ailleurs jamais envisageable. Il s'agissait de piocher ici, puis là-bas, etc. Mais en même temps, il était possible d'articuler un discours sur ce qui lie et ce qui distingue, un discours bien informé. Sous cet angle, et contrairement à ce que l'on pourrait craindre vu de loin, l'exposition Enfer et fantômes d'Asie constituait bien l'antithèse des simplifications outrancières et bourrées de prénotions de Jacques Finet dans sa postface de sa traduction du Kwaidan de Lafcadio Verne.
Enfin, les thèmes étaient peut-être plus variés qu'on ne le croirait d'abord. C'est que l'exposition, conçue autour d'un itinéraire dans des couloirs obscurs, procédait en 3 temps, chacun de ces grands thèmes étant illustré par les apports de diverses cultures, même si certains de ces thèmes étaient plus ou moins phagocytés par tel ou tel imaginaire plus particulièrement. Fantômes japonais des estampes à Sadako, exorcistes chinois luttant contre des vampires sauteurs plus amusants qu'effrayants, etc. Successivement, les enfers, les fantômes et autres variétés de revenants, enfin ceux qui protègent les hommes contre ces manifestations surnaturelles. Or, les manières d'envisager ces grands ensembles sont très diverses. Il y a la religion, il y a le divertissement, le subtil et l'allusif ou l'outrancièrement gore, le terrifiant et l'hilarant, l'élitiste et le populaire. D'où peut-être un risque de dispersion assez secondaire, je crois, même si juxtaposer l'horreur la plus épouvantable et les yokai les plus kawaii peut interloquer de prime abord. Car cette conception de l'exposition s'avérait avant tout bénéfique, tout particulièrement en ce qu'elle ouvrait aux visiteurs des horizons nouveaux. Et c'est peut-être là ce que j'y ai préféré. En certains endroits, je pouvais avoir le vague sentiment, et sans doute bien présomptueux, d'être relativement en terrain connu, les fantômes japonais tout spécialement. Dans quelques autres domaines, je pouvais au moins avoir une vague idée des caractéristiques essentielles de tel ou tel imaginaire, à titre d'exemple les enfers chinois dominés par des juges sur le modèle de l'Empire terrestre. Mais dans la majorité des cas, je ne savais à peu près rien, et j'ai été particulièrement séduit par ce que je découvrais de la sorte. Je crois que je donnerai la palme aux enfers thaïlandais, illustrés par des films d'un ultra-gore, ultra-baroque, ultra-kitsch dont je ne savais absolument rien, et qui donnent envie d'en savoir davantage. Or, cette même impression a prévalu pour le catalogue de l'exposition, très beau livre publié conjointement par le musée du Quai Branly Jacques Chirac et les éditions Flammarion. Les Pi, ces revenants thaïlandais très divers mais généralement plus charnels que les Yulei et compagnie, m'ont alors particulièrement impressionné et notamment parce qu'ils témoignent d'un imaginaire toujours présent et prégnant. Car oui, il faut maintenant parler du catalogue de l'exposition, que je me suis immédiatement procuré sur place. C'est un beau livre d'un très grand format, abondamment illustré par le matériel de l'exposition comme de juste, et comme de juste en couleur, avec même de somptueux rabats çà et là qui permettent de présenter au mieux les pièces les plus impressionnantes. Je regrette toutefois que les installations mentionnées plus haut n'y soient pas reproduites entre guillemets d'une manière ou d'une autre, même si je conçois très bien que cela devait susciter des difficultés particulières. Il en va forcément de même pour le cinéma, si important dans l'exposition, une seule photographie ne saurait reproduire l'effet autrement saisissant d'un extrait de quelques minutes projeté sur un écran. Cette iconographie à elle seule justifierait qu'on s'y arrête, mais le livre Enfer et fantômes d'Asie a davantage à proposer. En effet, il comprend nombre d'articles dus à des auteurs très divers, universitaires, conservateurs du patrimoine, journalistes, artistes, etc. Ces articles sont généralement très brefs, aussi ne peuvent-ils prétendre couvrir entièrement tel ou tel sujet, mais ce n'est tout simplement pas leur propos. En revanche, ils permettent de mieux comprendre le matériel iconographique en y associant une perspective très appréciable de l'histoire de l'art à l'enquête anthropologique contemporaine, éventuellement selon une approche d'observation participante. Et je crois que le livre met ainsi en avant, davantage que l'exposition en elle-même, la continuité de ces imaginaires encore vivaces. Ces enfers, ces revenants, ces exorcistes ne sont pas de pures reliques du passé cantonnées de longue date aux seules productions culturelles, qu'elles soient raffinées ou populaires. Dans bien des cas, même si toute généralisation est à craindre, et tout bête jugement de valeur à proscrire, ils correspondent à une réalité d'ordre religieux qui est vécue au quotidien par nombre d'hommes et de femmes, pas spécialement dévots ou encore moins superstitieux, de ces cultures très diverses d'Asie orientale. Et c'est tout particulièrement à cet égard que les développements sur les Pi m'ont passionné d'ailleurs. L'article sur les Itako, ces femmes chamanes du Japon, aurait dû me parler tout autant, mais je l'ai trouvé moins convaincant dans la forme. Il y a forcément des hauts et des bas dans un livre de ce type. Mais globalement surtout des hauts. C'est un très bel ouvrage qui complète utilement et même poursuit l'exposition plutôt que de simplement la reproduire. Aussi ai-je beaucoup apprécié les deux.